Mon meilleur ami Tori a couché avec mon frère Ben pendant notre grand week-end de ski l'année dernière. J'étais tellement bouleversé. J'avais prévenu Tori que mon frère était hors limite. Il y avait tellement d'autres gars au chalet, des célibataires éligibles et tout ça. Pourquoi devait-elle coucher avec mon frère? J'avais l'impression qu'elle m'avait poignardé dans le dos. Nous avons eu une énorme dispute et je lui ai dit que je ne voulais plus jamais la revoir. Et devinez quoi? Je ne l'ai pas revue. Parce que cet après-midi-là, elle est allée skier seule et n'est jamais revenue. Quand elle est partie, le temps était parfait, mais les choses ont très vite changé et elle s'est retrouvée prise dans une sorte de tempête de neige. Nous avons tous supposé qu'elle était morte, mais ils n'ont jamais retrouvé le corps. Tout cela s'est passé l'hiver dernier et je ne m'en suis toujours pas remise. Je me sens tellement coupable que notre dernière conversation ait été une si terrible dispute. Quand mon petit ami Steve a suggéré un autre voyage de ski, exactement 1 an après la disparition de Tori, j'ai pensé que l'idée était terrible. Comment pouvions-nous nous amuser avec le souvenir de la mort de Tori planant sur nous pendant tout le voyage? Alors j'ai dit non, j'ai dit que sous aucun prétexte, je ne voulais retourner au même chalet de ski. Il y avait tout simplement trop de mauvais souvenirs. Je pensais que Steve comprenait ce que je ressentais. Il a toujours été si compréhensif. Mais il a dit qu'il allait quand même y aller sans moi. J'ai essayé de ne pas être contrarié, même si je l'étais un peu. J'avais l'impression que Steve trahissait aussi la mémoire de Tori. Puis mon frère Ben m'a appelé et a changé d'avis. Il m'a expliqué à quel point il se sentait coupable de la mort de Tori, parce qu'il était celui qui avait provoqué la dispute en premier lieu. Il était la raison pour laquelle elle était sortie dans la tempête de neige sans moi. Je n'avais pas réalisé que Ben se sentait aussi coupable que moi. Il m'a expliqué que le voyage de retrouvailles serait le meilleur moyen pour lui de surmonter cette culpabilité. Et entendre cette logique de sa part m'a fait reconsidérer les choses. Peut-être que ce serait un bon voyage. Peut-être que cela m'aiderait à tourner la page. Alors j'ai appelé Steve et lui ai dit que j'avais changé d'avis. Ce week-end-là, nous avons fait nos bagages, entassés dans le SUV de Ben, et nous sommes dirigés vers le chalet de ski. L'endroit avait exactement le même aspect. C'était vraiment un beau chalet, en bois, spacieux et rustique. Les sommets enneigés étaient magnifiques. Le premier jour, Steve et moi avons descendu les pistes pour débutants, tandis que Ben et ses autres amis s'attaquaient aux pistes plus difficiles. J'ai essayé de m'amuser, vraiment, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Tori. Nous sommes tous rentrés au chalet ce soir-là. Nous étions assis près du feu. Ben se filmait avec son téléphone. Certains de ses amis étaient enthousiastes, d'autres moins. Je suppose qu'il avait passé toute la journée à se filmer pour TikTok. Tout son discours sur le sentiment de culpabilité n'était que des foutaises. Il voulait juste que nous revenions tous ici pour qu'il puisse faire des vidéos sur le fait de surmonter une tragédie. Il utilisait l'anniversaire de la mort de Tori pour obtenir plus de followers. Steve et moi étions assis près du feu quand Ben est venu directement vers nous en parlant dans son téléphone. Il était en direct et il allait nous faire participer aussi. « Hé les gars, dites au monde comment vous vous sentez en ce moment. » J'ai couvert mon visage avec ma main et détourné le regard. Steve était un peu plus diplomatique. Il a regardé le téléphone de Ben et a dit « Nous allons bien, merci », avec autant de finalité qu'il le pouvait. Ben a compris le message et est parti. Je pensais que ce serait la fin, mais le lendemain a été encore pire. Ben a filmé tout ce que nous faisions, et pire encore, il n'a pas cessé de nous suivre. Steve et moi, avec son téléphone toute la journée. Il a publié des clips de nous en train de skier et de boire du cacao, avec de la musique triste et des légendes comme « Aller de l'avant » ou « Honorer sa mémoire ». Il était dans beaucoup de ses vidéos, mais de plus en plus, elles étaient juste de moi et Steve, mais surtout de moi. Je n'arrêtais pas de lui dire d'arrêter, mais il refusait. Il disait qu'il faisait cela pour Tori. J'avais envie de le frapper. À la fin de la journée, Steve et moi étions prêts à rentrer à l'intérieur et à ranger nos affaires de ski quand Ben a couru vers nous et a demandé si je voulais faire une dernière descente de la montagne. Je lui ai dit non, il voulait juste plus de vidéos de moi. Alors faisons un marché, a-t-il dit. Si nous montons une dernière fois, je promets de ne plus jamais te filmer. Cela ressemblait à un piège, mais je savais que mon frère ne revenait jamais sur sa parole. Si je faisais cela, il arrêterait de rendre tout si gênant. Alors j'ai accepté. Steve a demandé s'il pouvait venir avec nous, mais je savais qu'il voulait juste me soutenir. Il était déjà épuisé et son genou le faisait souffrir. Je lui ai dit que ça irait et il est parti. Ben et moi avons pris un télésiège pour monter à la montagne. Une fois en haut, il a sorti son téléphone et a commencé à diffuser en direct. « Hé les gars !» C'est encore Ben. « Je suis ici avec ma sœur. »
C'est elle dans toutes ses vidéos. Elle s'éclate, même si c'est l'anniversaire de quand elle a tué Tori. L'amour de ma vie. Avant que je ne comprenne pleinement le sens de ces mots, il a tourné la caméra de son téléphone vers moi. « Dis bonjour au monde, c'est ta chance de te confesser. Je pense que tu dois le faire. Parce que sinon, il a commencé à secouer violemment notre télésiège. J'ai dû m'agripper à la barre. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je crié. Il n'a pas répondu, il a juste continué à me filmer de près avec son téléphone. Pendant tout ce temps, mon frère me tenait responsable de la mort de Tori. Il pensait que je l'avais tué. Et tout ce voyage était une façon élaborée de me faire avouer publiquement. « Je ne l'ai pas tué !» ai-je crié. Il a secoué le télésiège encore plus fort. Nous avions encore au moins 1 minute avant d'atteindre le sommet de la montagne. « Dis la vérité !» a-t-il dit. « Je ne l'ai pas tué. Il m'a crié dessus, m'a donné des coups de pied et est entré dans une rage folle, me frappant jusqu'à ce que je tombe. Je me suis accroché à la barre avec les 2 bras. Il m'a donné un dernier coup de pied, mais j'ai tourné de côté juste avant que son pied ne frappe ma cuisse. Il poussait si fort qu'il a perdu sa prise sur la barre et a glissé. J'ai regardé avec horreur mon frère tomber à des centaines de pieds sur le sol enneigé en dessous. Son téléphone était dans sa main tout le temps, filmant tout. Mon frère n'a jamais obtenu la confession qu'il voulait, mais au moins, il est devenu viral. Steve et moi avons eu un long trajet silencieux de retour à la maison. Le mois dernier, mon petit ami Juan m'a emmené en camping en Californie. Le camping, ce n'est vraiment pas mon truc, mais je savais qu'il voulait y aller. Quand il est heureux, je suis heureuse. De plus, il semblait un peu anxieux quand il en a parlé. Le voyage signifiait clairement quelque chose pour lui. Alors j'ai supposé qu'il allait enfin me demander en mariage. Nous nous sommes garés près de la station de Rangers et avons pris quelques cartes. Le ranger nous a mis en garde contre certains endroits à éviter, mais Juan l'a assuré que tout irait bien et nous avons commencé la randonnée. Je détestais ça, je détestais chaque seconde. Même si j'avais acheté les bonnes chaussures dans un magasin de fournitures de plein air, mes pieds me faisaient terriblement mal. J'avais besoin de pauses constantes, j'étais toujours à bout de souffle et Juan ne cessait de parler. Il avait toute l'énergie du monde. Et il semblait qu'il ignorait délibérément à quel point c'était difficile pour moi. Nous étions assez haut sur la première montagne et j'avais désespérément besoin de m'asseoir. J'ai demandé à Juan si nous pouvions faire une pause maintenant. Il a regardé autour de lui pendant un moment et a dit « Oui, c'est un bon endroit ». Nous étions sur une zone relativement plate vers le sommet de la montagne. Il y avait une belle vue sur la vallée en contrebas. Il a ouvert son sac à dos et a sorti la tente. « Installe ça et je vais chercher du bois pour le feu. » Je ne savais vraiment pas comment monter une tente, mais au moins je n'avais pas à rester debout pendant que je le faisais. Avant de partir, il m'a vaporisé avec un spray anti-ours juste au cas où. Ça sentait mauvais, mais au moins ça ne m'est pas entré dans les yeux. Au moment où j'ai fini de monter la tente, Juan n'était toujours pas revenu. J'ai commencé à être un peu nerveuse, même si nous ne pouvions pas capter de réseau ici. J'avais besoin de prendre mon téléphone pour voir l'heure. Il devait être parti depuis au moins 1 heure. Mais quand j'ai fouillé dans mon sac à dos, mon téléphone avait disparu. Wanley avait pris tous les 2 en partant. Mais pourquoi? J'ai fouillé tout le sac à dos et j'ai vu que les cartes avaient également disparu, ainsi que notre nourriture et notre eau. Il n'y avait qu'une seule explication. Il m'avait abandonné. Il voulait que je me perde là-bas. J'étais furieuse. J'ai regardé autour du campement, mais il n'y avait aucun signe de lui. Je devais retourner à la station des Rangers avant la nuit, mais je ne savais pas dans quelle direction aller. En montant ici, Juan avait délibérément changé de chemin plusieurs fois. Maintenant, je comprenais pourquoi. Au moins, je savais que je devais descendre. Je n'ai rien pris avec moi. J'ai laissé la tente là où elle était. C'était beaucoup plus facile de descendre. Bien sûr, je ne me sentais pas bien. J'étais également poussé par la colère. L'après-midi, j'avais l'impression de marcher depuis une éternité. Je commençais à perdre espoir jusqu'à ce que je voie un grand homme au loin. Il était appuyé contre un arbre, mais je ne pouvais pas voir son visage à travers les feuilles. « Hey !» ai-je appelé en accélérant le pas pour le rejoindre. L'homme se tourna vers moi et j'ai failli crier. Ce n'était pas un homme du tout, c'était un ours. Je restais figé, trop effrayé pour bouger. Je priais silencieusement que le spray anti-ours le repousse. Malheureusement, il fit exactement le contraire. L'ours renifla quelques fois, puis devint complètement fou. Il chargea vers moi en rugissant. C'est alors que j'ai compris toute l'étendue du plan de mon petit ami. Il ne m'avait pas seulement abandonné dans la nature, il m'avait vaporisé avec un spray qui attirait les ours, pas qui les repoussait. Il voulait que je sois dévoré, et cela arriverait bientôt. Je courais aussi vite que je pouvais, mais l'ours me rattrapait. Il n'y avait rien que je puisse faire pour l'arrêter, juste au moment où il allait me griffer.
J'ai fait la seule chose à laquelle je pouvais penser. J'ai sauté de la falaise. Je tombais dans les airs presque au ralenti et heurtais les cimes des arbres. J'ai ressenti la pire douleur de ma vie, alors que mon corps heurtait branche après branche pendant ma chute. Au moment où j'ai touché le sol, j'étais inconsciente de douleur, mais au moins l'ours ne pouvait pas m'atteindre. Je ne sais pas combien de temps je suis restée évanouie au sol. Probablement pas très longtemps, je me suis réveillée avec un jeune couple penché sur moi. Le petit ami me secouait doucement l'épaule. Il m'a fallu un moment pour que mes yeux se concentrent. « Est-ce que ça va ?» a demandé la petite amie. « Non », ai-je grogné. « Je viens de sauter d'une falaise pour éviter de me faire dévorer par un ours », répondis-je. J'étais trop en douleur pour continuer à parler avec ces gens. Je leur ai dit d'appeler la police au lieu de me poser toutes ces questions. Maintenant que nous étions sortis des montagnes et proches de la station des Rangers, leur téléphone pouvait capter assez de signal pour passer un appel. « Nous les avons déjà appelés », admit l'homme après avoir vu l'autre personne. Je ne savais pas de qui il parlait au début. J'ai lutté pour me lever. L'homme a essayé de m'arrêter parce que j'étais assez blessé par la chute. Mais avec leur aide, j'ai pu me lever et boiter en direction de la station des Rangers. Cela a pris seulement 5 minutes pour y arriver, même si nous avancions très lentement. L'ambulance était déjà là. Quelqu'un était allongé mort sur le brancard. Je n'avais pas besoin de voir son visage pour savoir que c'était Juan. C'était son corps qu'ils avaient trouvé. Je me suis approché juste pour m'assurer de reconnaître son visage, ou du moins la partie supérieure, car la partie inférieure, juste en dessous de son nez, avait été arrachée. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de l'ironie. Juan m'avait vaporisé avec un produit chimique pour attirer les ours, et pourtant, c'est lui qui avait été tué par l'un d'eux. La dernière fois que je l'ai vu, il m'embrassait après m'avoir vaporisé avec ce produit chimique. Bien fait pour lui. Après cela, l'ambulance m'a emmené à l'hôpital pour me soigner. Je vais bien maintenant, mais je fais encore des cauchemars de cette forêt. Je ne partirai plus jamais en camping. Je m'appelle Tania et je suis enseignante dans une école primaire. Depuis 1 an, je travaille dans une école charter assez dysfonctionnelle. Elle était dirigée par une femme nommée Janice. Elle a créé l'école juste avant la pandémie et la plupart du personnel était composé de membres de sa famille. J'étais la seule personne extérieure à sa famille à travailler pour elle. Et elle me traitait comme une moins que rien. Tous les autres enseignants étant de sa famille, ils faisaient tout ce qu'elle voulait. Mais comme j'ai été enseignante dans une école publique pendant la majeure partie de ma vie adulte, je savais que beaucoup de ces décisions étaient tout simplement mauvaises. J'ai souvent protesté contre elles, mais toujours parce que je voulais le meilleur pour nos élèves. Quand Janice a annoncé la sortie scolaire à Grapevine Canyon, j'ai été surprise qu'elle me choisisse comme accompagnatrice. J'ai accepté d'y aller, bien sûr, car j'aime emmener les élèves en excursion, surtout s'ils peuvent voir la nature. Le bus est arrivé au canyon et j'étais responsable de la moitié des élèves, tandis que Janice s'occupait de l'autre moitié. La plupart des élèves de son groupe étaient assez proches. Ce fut une sortie très amusante. Nous avons vu des pictogrammes anciens des Amérindiens et des formations rocheuses vraiment impressionnantes. Les enfants semblaient beaucoup apprécier. Lorsque nous sommes retournés au bus, tous les élèves de Janice sont venus me voir. « Mademoiselle Tania ?» a dit l'un d'eux. « Nous ne trouvons pas Mademoiselle Janice. » C'était Parker, l'un des neveux de Janice, et il semblait vraiment nerveux. J'ai dit à tous les enfants d'attendre dans le bus pendant que je retournais dans le canyon pour la chercher. J'étais très énervé. Janice avait enfreint la règle numéro 1 des sorties scolaires. Elle avait abandonné ses élèves et s'était perdue. J'ai cherché partout pour elle, mais je ne pouvais pas la trouver. Je suis retourné au bus en espérant qu'elle avait retrouvé son chemin, mais le bus était parti. Il m'avait laissé derrière. J'ai sorti mon téléphone pour appeler à l'aide, mais je n'avais pas de réseau. Dans une telle situation, je savais que la meilleure chose à faire était de rester en place et d'attendre que le bus revienne. Il ne revint pas. J'étais tellement en colère, mais je commençais aussi à être nerveuse. Finalement, j'ai vu une camionnette blanche arriver vers moi. Un homme était au volant. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Il s'est garé devant moi et m'a demandé ce que je faisais là seule. J'ai expliqué que mon école m'avait laissé là et il m'a grondé pour m'être éloignée toute seule. Je n'étais pas d'humeur à recevoir une leçon, surtout que c'était la faute de Janice, pas la mienne. Alors je suis resté là, à l'écouter se plaindre. Mais alors qu'il parlait, j'ai remarqué que son ton ressemblait beaucoup à celui de Janice. Quand j'ai regardé dans ses yeux bleu acier, j'ai remarqué qu'ils ressemblaient beaucoup à ceux de Janice. Je n'en étais pas sûr, mais j'avais un fort pressentiment qu'il était l'un des proches de Janice aussi. Lorsqu'il eut terminé sa leçon, il me dit de monter pour qu'il puisse me ramener en ville. Je ne lui faisais pas confiance. Alors j'ai posé une question. « D'où venez-vous » Il m'a regardé
confuse et a dit « New Jersey, pourquoi ?» Janice venait du New Jersey. C'était tout ce dont j'avais besoin comme preuve. Cet homme était définitivement son parent, ce qui signifiait qu'il y avait quelque chose de louche. En tant qu'enseignante, je venais toujours préparée, surtout que nous étions en pleine nature. J'avais apporté du spray au poivre avec moi. Je me suis approché de sa fenêtre ouverte et je l'ai aspergé directement au visage. Il a crié de douleur, ce qui m'a distrait suffisamment longtemps pour que je puisse atteindre et retirer ses clés du contact. J'ai exigé de savoir ce qui se passait. Il ne répondait pas, alors je l'ai aspergé de nouveau tandis qu'il essuyait désespérément son visage. Il m'a dit qu'il était le frère de Janice et que toute leur famille voulait se débarrasser de moi. Il avait l'intention de m'emmener dans le désert, de me tuer et de cacher mon corps pour que tout le monde pense que je m'étais perdu dans le canyon. Enfin, c'est ce que je pense qu'il a dit, car il avait beaucoup de mal à parler à cause de la douleur. J'ai ouvert la porte, je l'ai tiré hors de la camionnette et je l'ai poussé sur le gravier. Puis j'ai sauté dans la camionnette, mis les clés et je suis parti. En arrivant en ville, je suis allé directement au commissariat. J'ai vu le bus scolaire garé à l'extérieur. Tous les enfants étaient partis, mais le chauffeur était toujours là. C'était le cousin de Janice. Je me suis faufilé, veillant à ce qu'il ne me voie pas. Puis je suis entré dans la salle d'attente. Tous les élèves étaient assis dans le hall. Quand ils m'ont vu, ils ont bondi de leur siège et m'ont donné un gros câlin collectif. J'ai demandé ce qui se passait et ils m'ont dit que mademoiselle Janice parlait à la police de ma disparition. Ils ont pointé vers une porte derrière eux. J'ai dit aux enfants de s'asseoir et de rester tranquilles, parce que je suis une bonne enseignante. Ils ont fait ce que j'ai dit. J'ai atteint la porte qui était entr'ouverte. J'ai pu entendre la conversation à l'intérieur. Janice disait à la police que j'avais abandonné mes élèves pour me promener dans le canyon et que j'avais disparu. Parker, le petit-neveu de Janice, était là aussi. Il confirmait son histoire. Elle lui avait évidemment dit quoi dire. Le policier a dit qu'il enverrait ses hommes commencer à me chercher. C'est alors que j'ai poussé la porte et suis entré. Pas besoin. Aïe, je dis au policier, je suis en sécurité, mais vous devrez peut-être envoyer quelqu'un pour aider le frère de Janice. Il a essayé de me kidnapper, alors je l'ai aspergé de gaz poivré et je l'ai laissé là-bas. Janice et Parker me regardaient horrifiés. L'école charter a fermé peu de temps après cela et je suis retourné enseigner dans une école publique. Les écoles publiques ont beaucoup de problèmes aussi, mais rien ne se compare à mon temps dans cette école charter. Janice et la plupart de sa famille sont maintenant en prison. C'est ce qu'ils méritent. Allez, allez, allez. Oh ma fille, j'ai $100 si tu montres ton... Il m'a dit cela et tout le reste est devenu sourd à mon oreille. Tout le festival du Mardi Gras, qui avait été pour moi une grande évasion de mon travail de bureau monotone, a soudainement cessé d'être amusant. J'ai regardé les couleurs de près, mais tout semblait être une nuance de gris, terne et sans intérêt, tout comme les sourires et la fête. Je ne voulais pas montrer mon corps à un homme que je ne connaissais pas. Il avait un visage curieux, sa tête était si chauve qu'elle brillait, mais il arborait une barbe blonde complète avec une moustache si longue qu'elle couvrait sa bouche. Ses yeux étaient bruns et ses pupilles dilatées, contrastant avec le reste du blanc de ses yeux, le faisaient paraître plus sombre. Non, espèce de pervers, ai-je crié, en me retournant et en marmonnant un juron sous mon souffle, tout en continuant à chercher mes amis dans la foule. Je regardais dans toutes les directions, à travers la foule, et là-bas, j'ai vu un chapeau familier. Je me suis dirigé dans cette direction à travers la jungle de corps en fête, devenant collant de sueur. Je l'avais écarté de mon esprit et je pensais qu'il avait disparu quand je m'étais éloigné de lui, comme beaucoup d'autres pervers au festival, glissant à travers les corps qui bougeaient comme un labyrinthe animé, m'a rapidement épuisé. Alors j'ai changé de direction et me suis dirigé vers le trottoir. J'ai grimpé sur le trottoir et marché rapidement vers le chapeau, de l'endroit où je me trouvais à l'endroit où je voulais aller, exactement là où j'avais laissé mes amis. Il y avait une ruelle. Je n'en avais aucune idée jusqu'à ce que je sente de fortes mains m'attraper par derrière pour me tirer dans un coin. J'étais stupéfaite quand je me suis retournée et il était là, l'étrange inconnu avec la tête chauve brillante et la moustache blonde. Il m'a tiré si violemment que je ne pouvais pas parler à cause de la confusion. La foule autour de nous a tourné son attention vers nous et avant que je ne puisse parler, il a parlé le premier à leur regard interrogateur. « Elle m'a volé quelque chose ? Pouvez-vous croire ça ?» a-t-il marmonné. La foule s'est soudainement reculée. Si je n'étais pas immédiatement effrayé par la taille écrasante de l'inconnu et le danger qu'il représentait, j'aurais été impressionné par la façon dont il manipulait toute la situation. J'ai gémi en protestation, mais la foule m'a ignoré et a continué à défiler.
et ont continué leur marche. « Écoute-moi bien, dit-il en grinçant des dents. Il replia les hanches et pressa un couteau sur le côté de mon abdomen, là où la foule ne pouvait pas voir. Tu vas sourire au carnaval qui passe et me laisser faire, jusqu'à ce que j'en ai fini. Si je le veux, je n'ouvrirai pas ton ventre. » J'étais tourné vers lui comme si j'étais spectatrice de ma propre violation. Mais à ce moment-là, ce qui m'inquiétait le plus, c'était l'horreur de son couteau dans mon estomac, déchirant mon ventre pendant que je saignais à mort. La possibilité qu'il se mêle à la grande foule et s'échappe n'était pas à exclure. La peur m'a paralysé et j'ai gémi une excuse, lui demandant de ne pas me faire de mal. Il a enfoncé un peu plus son couteau dans ma chair et j'ai regardé. Je tremblais comme une feuille par une soirée venteuse, emporté par une rafale que je ne pouvais ni contenir ni comprendre. Le couteau était en acier tranchant et mortel, et la menace dans les yeux de cet étranger trahissait une volonté de l'utiliser sur moi. C'était tout l'avertissement dont j'avais besoin. Les larmes voilèrent mes yeux, mon corps aspirait à la délivrance. Alors qu'une journée se transformait en nuit sombre dans le bassin de mes yeux larmoyants, j'étais terrifié pour ma vie, et cela a fait s'ouvrir ma poitrine. Je pouvais à peine respirer. L'engourdissement de tous mes sens atteignait son apogée. Je luttais pour rester debout, même si mes genoux fléchissaient. Les sensations dans ma tête se manifestaient dans le monde extérieur et je voyais le monde tourner en rond, le cœur de ma terreur. J'ai tué des gens pour moins de manque de respect, dit-il en enfonçant encore plus le couteau. Mes lèvres s'ouvrirent et avant que je puisse parler, il le prouva en enfonçant son couteau dans ma chair, perçant pour révéler un mince filet de sang qui coulait le long de sa lame. J'ai haleté de choc en me voyant saigner. Si tu fais du bruit, je fais la blessure plus grande. Fais ce que je te dis et je pourrai te laisser vivre, murmura-t-il en me pressant contre le mur. Ces gars-là ne remarqueront même pas ton cadavre avant que les flics ne viennent le chercher. Tu serais juste un autre accident. J'ai lentement tendu les mains pour le saisir, comme il me l'avait demandé. Mon estomac se retournait de dégoût, et chaque seconde où j'étais là, retenu contre ma volonté, avec la pointe d'un couteau pressé contre le côté de mon ventre, tandis que le festival du Mardi Gras se poursuivait, ressemblait à une torture infernale. Mon corps luttait pour absorber tout cela. Je me sentais brûler de l'intérieur. Mon corps brûlait d'une fièvre induite par la terreur. Cela ne me dérangeait pas d'être en public autant que l'idée que d'autres festivaliers passent sans s'arrêter, parce que ceux avant eux ne s'étaient pas arrêtés. Une des meilleures semaines de ma vie avait rapidement basculé en cauchemar. Les larmes dans mes yeux ruisselaient sur mon visage, tandis que j'étouffais un cri d'aide. Sachant que des hommes poignardés, des pensées se précipitaient dans mon esprit à une vitesse vertigineuse. « Sors-le !» m'ordonna-t-il. Je lui obéis et mon monde se figea. Je ne vis pas David à travers le voile de larmes dans mon chapeau, ni même ses perles fantaisie, et son chapeau glissa dans ma conscience, alors que j'étais totalement détaché de l'expérience horrifiante avec l'étranger. Tout ce que je vis, c'était un point lourd volant à la vitesse de la lumière, passant devant mon visage et atterrissant sur le côté de l'oreille de l'étranger. La collision entre le poing de David et le crâne de l'étranger a retenti comme une explosion. Le corps de l'étranger s'effondra au sol. « Baker, t'a-t-il fait du mal ?» demanda David en alternant son attention entre moi et l'étranger. La marche s'arrêta et une foule du festival s'arrêta pour voir ce qui se passait. Je chuchotais ce qui s'était passé à David à travers mes larmes et il me prit dans ses bras, m'assurant que j'étais en sécurité après cet épisode terrifiant. En quelques minutes, les policiers arrivèrent, bien que je n'eusse pas l'esprit clair pour savoir quand ils avaient été appelés. Mon témoignage a été recueilli et l'étranger a été arrêté. Ensuite, je suis rentré chez moi en me promettant qu'il faudrait beaucoup pour me convaincre d'aller à un autre Mardi Gras. Tout a commencé lorsque Jack expliquait le film préféré de sa mère. Il mettait en vedette Nathalie Portman, qui jouait une femme enceinte vivant dans un Walmart. Les garçons et moi jouions à des jeux vidéo et en parlions via nos casques. Ils disaient tous combien il était irréaliste que quelqu'un puisse vivre dans un magasin. Je pense totalement que nous pourrions le faire, a dit Jack. Nos amis n'étaient pas d'accord. Ils insistaient sur le fait qu'il y avait une surveillance 24 heures sur 24 et que les flics viendraient dès que nous sortirions de notre cachette. Mon intérêt était piqué. J'ai dit non, je suis d'accord avec Jack. Je pense que nous pourrions le faire. Ils n'ont probablement pas quelqu'un qui regarde les caméras toute la nuit et je doute que quelqu'un vérifie les enregistrements. Je travaillais dans une épicerie, alors je me suis dit que Walmart et une épicerie devaient avoir des pratiques similaires. Les garçons ont hurlé de désaccord et nous ont défiés d'essayer. Si nous réussissions et restions toute la nuit dans un Walmart, ils nous paieraient chacun $100.
Honnêtement, je pensais que ça allait être de l'argent facile. Le lendemain, Jack et moi avons commencé à travailler. Nous avons commencé par regarder le film de Nathalie Portman pour voir ce qu'elle faisait, même si c'est de la fiction. Nous pensions que nous pourrions apprendre une ou deux choses. Ensuite, nous avons inspecté notre Walmart local pour trouver des cachettes. Il n'avait pas de tente comme celle où Nathalie s'était cachée, mais nous avons découvert que nous pouvions nous cacher dans les armoires de la section des meubles. Jack est petit et mince, donc comme un acrobate, il s'est glissé dans l'une des plus grandes commodes. Peut-être aurions-nous dû faire plus d'inspections, mais nous avons senti que ces cachettes étaient infaillibles. Nous avons informé nos amis et ils ont tous ri que nous allions vraiment le faire. Pour $100 dans cette économie, absolument, ai-je répondu. L'un de nos amis a dit que nous pourrions dire à nos parents que nous dormions chez lui. Nous avons attendu environ 22 heures pour entrer dans le magasin, car il fermait à 23 heures. Nous nous promenions avec un chariot, faisant semblant de faire des courses. À 22h45, nous avons abandonné le chariot et nous nous sommes cachés dans les meubles. À travers la fente de l'armoire, j'ai vu un employé prendre notre chariot abandonné. J'ai retenu mon souffle, effrayé d'être découvert, mais l'employé ne m'a pas prêté attention. Il a pris le chariot et a continué sans une seconde pensée. Un soulagement m'a envahi. Nous les avons entendus éteindre les grandes lumières vers 23h40. Nous avons attendu un peu plus avant de sortir pour nous assurer que la voie était libre. Nous avons étiré nos jambes et nous nous sommes regardés. Jack a dit « Alors, que faisons-nous maintenant ?» Une chose que nous n'avions pas prévue, c'est à quel point ce serait ennuyeux. Rester assis à regarder nos téléphones semblait être une perte de temps. Alors, nous avons commencé à explorer. Nous avons parcouru les allées. Et honnêtement, nous nous ennuyions à mourir. Allons dans les arrière-boutiques, ai-je suggéré. Quand j'ai commencé à travailler dans l'épicerie, je trouvais tellement cool de passer par les portes battantes pour aller dans la zone interdite aux clients. C'était une petite épicerie et ceci était un Walmart immense. Jack adorait l'idée. Nous nous sommes dirigés vers l'arrière du magasin lorsque nous avons entendu ce qui ressemblait à une porte qui se fermait. Nos têtes se sont tournées dans différentes directions et nous avons cherché la source du bruit. « As-tu entendu ça ?» murmura Jack. J'ai hoché la tête. Peut-être que c'était une conduite d'air ou quelque chose. Cette idée nous a rassurés. Alors nous avons continué. Nous avons franchi les portes battantes pour aller à l'arrière. Jack arborait un grand sourire. Maintenant, nous nous amusions. Il faisait tellement sombre à l'arrière que nous avons débattu de l'opportunité d'allumer une lumière, mais nous pensions que c'était trop risqué. Nous avons utilisé nos téléphones pour nous éclairer. L'arrière était vraiment immense, bien plus grand que l'épicerie. Au lieu de murs en plastique, c'était du béton. Il y avait 3 rangées de grandes étagères en argent et des piles de boîtes dans les coins. Alors que nous nous faufilions dans les allées interdites, nous avons entendu un bruit de raclement continu. Nous nous sommes figés et nous nous sommes regardés. J'ai mis mon index sur mes lèvres pour lui indiquer de rester silencieux. J'essayais de déterminer d'où venait le bruit. On aurait dit qu'il venait d'une des autres allées. Je n'avais aucune idée de ce que cela pouvait être. J'ai chuchoté à Jack. Peut-être devrions-nous partir d'ici. Ouais, ça me paraît bien, répondit-il. Jack me suivait de près tandis que le bruit de raclement continuait. Juste au moment où nous atteignions les portes battantes, Jack s'est arrêté et a dit « Attends ». Je me suis retourné pour voir pourquoi Jack avait soudainement cessé de parler, mais il n'était plus derrière moi. « Jack, ai-je chuchoté. Jack, ce n'est pas drôle. Sors de là. » Je me suis rendu compte que le bruit de raclement s'était arrêté. J'ai tendu l'oreille pour écouter des bruits de pas, des respirations, tout ce qui pourrait révéler où Jack avait disparu. Mais je n'ai rien entendu. « Brian !» cria Jack de quelque part au fond. Le son résonnait contre les murs en béton et je n'avais aucune idée d'où il venait. « Jack !» ai-je crié en retour. « Où es-tu » Jack cria de nouveau mon nom, mais cette fois-ci, c'était plus aigu et plus urgent. J'ai trouvé l'interrupteur et j'ai allumé les lumières. Maintenant, je pouvais voir, mais je ne pouvais toujours pas le voir. « J'arrive. »« Jack !» ai-je crié en retour. Aucune réponse, mais je pensais avoir entendu un rire fort. Je me suis faufilé entre les allées à sa recherche quand j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. « Jack !» ai-je dit en m'approchant lentement de lui au coin d'une allée. J'ai trouvé Jack au sol, à peine en train de respirer, avec une énorme entaille à l'estomac. Jack a tendu la main vers moi et a commencé à parler, mais sa voix était faible. « Il y a un homme, dit-il faiblement. Ses yeux se sont agrandis et il a commencé à pointer quelque chose derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu un homme traînant une hache. Il me rappelait Freddy Krueger, mais sans les cicatrices ou les lames pour main.
mais il avait un sourire diabolique sur le visage. « Qui es-tu » demanda-t-il lentement. J'ai hésité. « Brian. » Brian, son sourire s'agrandit. Il a levé sa hache et a commencé à la balancer, mais je l'ai esquivée lorsqu'elle est descendue. Je me suis levé et j'ai regardé Jack. Il m'a fait signe de partir, mais je ne pouvais pas le laisser derrière. Je l'ai soulevé en passant un de ses bras autour de mon épaule. L'homme se préparait à balancer de nouveau, mais Jack et moi avons avancé en boitant. « Pourquoi ne nous poursuit-il pas » ai-je demandé à Jack. Il était trop douloureux pour répondre. Nous nous sommes dirigés vers les portes battantes. Je pouvais l'entendre traîner sa hache derrière nous. J'ai essayé de bouger plus vite, mais je ne pouvais aller qu'aussi vite avec Jack blessé. Nous nous sommes dirigés vers l'allée avec les bandages et l'alcool à friction pour pouvoir panser Jack jusqu'à ce qu'il puisse recevoir de l'aide médicale réelle. J'écoutais pour entendre la hache, mais je ne l'entendais plus. Elle ne faisait probablement pas autant de bruit sur les sols plus doux. Nous avons atteint les bandages et j'ai commencé à exercer une pression sur son entaille. Je ne savais pas vraiment quoi faire, mais dans les films, ils disent toujours de mettre de la pression, alors j'ai fait ça. Oh Brian, ai-je entendu l'homme à la hache chanter et mon cœur s'est arrêté. Il semblait proche. Juste au moment où il allait tourner le coin, 2 policiers et un gérant de Walmart sont arrivés dans l'allée. C'était comme si l'homme à la hache s'était évaporé à leur vue, disparaissant dans l'ombre. Si ce n'était pas pour l'homme à la hache, j'aurais été furieux contre mes amis pour nous avoir dénoncés à la police. Heureusement, ils nous ont sauvé la vie parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de nous donner chacun $100. Jack a survécu. Il a eu besoin de beaucoup de points de suture et d'une transfusion sanguine, mais les policiers nous ont trouvés juste à temps. Nous avons expliqué ce qui s'était passé et ils ont fouillé ce Walmart de fond en comble. Ils cherchaient cet homme, mais ils n'ont trouvé personne. Nous leur avons donné une description physique et les flics ont dit qu'ils nous contacteraient s'ils apprenaient quelque chose, mais ils ne l'ont jamais fait. L'affaire n'a pas été résolue, mais Jack et moi avons survécu. Plus tard dans la vie, j'ai compris que je ne pouvais plus faire mes courses chez Walmart parce que cela me déclenchait des souvenirs traumatisants. Alors je ne fais mes achats que chez Target maintenant. La pluie martelait l'extérieur de Walmart comme la fureur de 1000 nains prenant d'assaut une forteresse et mon cœur imitait le battement de leurs tambours pendant que je faisais mon travail. C'était un travail que j'avais fait maintes et maintes fois, à tel point que je suis sûr que je pourrais le faire les yeux fermés. Mais il y avait un problème avec le fait d'être tellement ennuyé par les tâches de remplissage des rayons que cela me rendait distrait. Comme un cri de ralliement soudain pour une force en marche, le tonnerre grondait fort après la pluie, éveillant mes sens. Je frissonnais, regardais autour de moi, puis retombais dans ma tâche. J'avais fait à peu près la moitié de mon service pour la nuit, et entre mes distractions, j'espérais un peu d'excitation. Je n'avais aucune idée que les forces du monde allaient répondre à ma prière si rapidement, mais ce n'était pas plus d'1 minute après que j'avais dit ma prière que j'ai entendu l'étagère derrière moi craquer, comme si quelqu'un s'appuyait dessus. J'ai sursauté, et en me retournant pour voir quel était le problème, mes yeux ont rencontré ceux d'un étranger avec un panier à la main. J'étais en uniforme de Walmart, donc ce n'était pas inhabituel qu'il se sente à l'aise de me voir, mais il fit quelque chose de bizarre qui aurait dû éveiller mes sens. Il s'est arrêté entre les étagères et m'a fixé du regard, comme un spécimen qu'il trouvait amusant. Je le regardais du coin de l'œil et il me mettait mal à l'aise car il restait figé dans sa position, comme un mannequin. Quand j'ai levé la tête de ma tâche, il était toujours là et il me fixait avec la tête immobile. Seuls ses yeux bougeaient. Il était trempé de la tête aux pieds, ses cheveux étaient si fins que l'eau collait sa touffe à son crâne. Il était pâle, battu par la pluie, jusqu'à ce qu'il semble vidé de son sang, presque aussi blanc que la neige. Un regard sur lui suffisait pour laisser une forte impression dans l'esprit. Son visage était défini, ses yeux enfoncés et noirs, son nez long avec un aspect aristocratique qui lui donnait l'air de flotter avec arrogance dans l'air. Ses lèvres étaient roses, en contraste avec le reste de son visage. « Bonjour » ai-je balbutié pour briser la confrontation glaciale et malaisante entre nous. « Avez-vous besoin de quelque chose ?» Bien sûr qu'il avait besoin de quelque chose. J'ai soufflé de l'air sur le toit de ma bouche. C'était pourquoi il était venu dans le magasin, mais il n'a pas répondu. Il m'a juste fixé du regard jusqu'à ce que cela passe d'une simple inquiétude à une tension anxieuse. J'ai cherché plus profondément dans ses yeux et j'ai remarqué un mince film recouvrant ses yeux, comme quelqu'un au bord des larmes. J'ai cherché du secours, espérant que quelqu'un passerait près des étagères pour offrir de l'aide. Je suis désolé, je dois partir. Et je dis poliment en remarquant qu'il ne disait rien.
Je me suis dirigé vers lui pour passer de son côté de l'allée. C'était une erreur stupide de ma part, et je ne m'en suis rendu compte que lorsqu'il m'a attrapé la main et m'a tiré vers lui avec une telle force que cela m'a secoué. La manœuvre pour me faire reposer mon dos contre sa large poitrine venait de quelqu'un qui était très habile, car je pouvais à peine résister à son bras puissant et à la prise qu'il avait autour de ma gorge. J'étais soudainement désespéré de m'échapper dès que j'étais entre ses mains, mais un scalpel a flashé délibérément devant mon visage et je me suis figé. Il l'a pressé contre le bas de mon dos et s'est penché à mon oreille. La terreur a saisi tous mes sens et, même si j'étais conscient de mon environnement, je ne pouvais en traiter aucun. Ses larmes tombaient sur mon épaule. Et au lieu de sangloter comme je m'y attendais, il riait. J'étais aussi confus qu'effrayé. L'horreur de ce que cet homme étrange et excentrique pourrait me faire me rendait nauséeux. Mon estomac se retournait et me faisait mal jusqu'au bas-ventre. « S'il vous plaît, je vous en supplie, laissez-moi partir !» Et je gémis, essayant de me contenir, pendant que la lame qui menaçait de me démembrer était toujours sur moi. Mais il riait encore, au moins pendant 1 minute avant de parler. Elle a supplié aussi, « Tu sais, ma belle Georgina », dit-il, en faisant glisser la lame dans mon dos, accrochant les bords tranchants de mon uniforme Walmart. La plupart du temps, je n'aimais pas particulièrement mon travail, mais ce jour-là, je souhaitais simplement ne pas travailler du tout. Ma vie était entre les mains d'un étranger, sans personne pour venir m'aider. J'ai avalé une boule de salive, et mes larmes ont coulé sur mes joues et sont tombées dans ma bouche ouverte. Je ne peux pas m'échapper, tu ne comprends pas. Je vais sur la chaise. Ils me tueront quand ils me trouveront. Il riait de plus en plus fort. Mais avant qu'ils me tuent, je te tuerai comme j'ai tué les autres. Les autres? Mon esprit était si lent à interpréter tout ce qui se passait que je peinais à assembler les pièces du puzzle. Alors que je sentais que nous étions entourés, mon soulagement était à moitié ressenti lorsque j'ai vu la police. J'ai réalisé à ce moment-là à quel point j'étais en danger. Je ne savais pas à quel moment j'étais tombé dans un cauchemar. Mais je voulais tellement m'éloigner de cette horreur que j'ai commencé à prier les mêmes prières que ma grand-mère disait. « Mieux vaut y aller. Rodriguez », dit le policier corpulent avec un pistolet à la main, appuyé contre l'étagère à droite. Les autres policiers formaient un demi-cercle autour du bord de l'étagère avec leurs armes dégainées. Mes prières se sont intensifiées parce que j'étais au milieu de tout cela. J'étais le pion. Mon cœur battait contre ma cage thoracique et j'étais étourdi par la force pure de la terreur. Puis il a commencé à parler, et plus il parlait de ce qu'il avait fait, se vantait de la manière dont ses victimes avaient supplié, comme sa belle Georgina, que je l'ai supplié avant qu'il ne la tue. Plus il devenait hystérique. Il était dans un tel accès de folie qu'il m'entraînait dans son esprit horriblement tordu. Avant de faire la chose la plus étrange, il a enfoncé le couteau dans le côté de mon estomac et la douleur du scalpel perforant mon ventre a secoué mon corps. J'ai poussé un cri de douleur et un coup de feu a retenti. C'était tout ce que j'ai vu avant de m'évanouir. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. Les officiers m'ont dit que Rodriguez avait été tué. Ils l'ont confronté après avoir reçu un tuyau indiquant qu'il était un tueur en série.